Chers téléspectateurs, bonjour. De plus en plus de Belges souhaitent investir dans des produits financiers qui contribuent à un monde plus durable. C'est une tendance positive. La question est bien sûr de savoir comment se manifeste le caractère durable d'un investissement. Sophie Brassine de Forum Etibel s'efforce de lever avec nous le voile sur cette question. Quand on parle de durabilité, les critères ESG rentrent rapidement en jeu. Ce sont des critères qui évaluent un projet selon ses aspects écologiques, sociaux ou du degré de bonne gouvernance. Pour les investissements durables, des notes sont produites qui donnent une indication de la manière dont une entreprise se classe par rapport à ces critères. Pour obtenir ce score, on peut avoir recours à plusieurs indicateurs et plusieurs sources de données. On peut aussi allouer un poids différent à chaque pilier E, S ou G. Les données peuvent être rassemblées par les institutions financières elles-mêmes ou peuvent être obtenues auprès de fournisseurs de données indépendants qui eux-mêmes utilisent leur propre méthodologie. Cela fait qu'une même entreprise peut avoir un score ESG différent selon la méthode utilisée pour compiler ce score. Il faut donc s'assurer, lorsqu'on regarde un score ESG, de bien comprendre ce qui se cache derrière. En effet, les données environnementales, sociales et de gouvernance, appelées données ou scores ESG, sont utilisées pour rendre compte des investissements durables et méritent questionnement. On en parle aujourd'hui avec nos invités, Caroline Palumbo de BNP Paribas Fortis, Christelle Coles de Belfius Investment Partners, Florent Griffon de Degroof Petercam Asset Management et Vincent Copé du groupe Argenta. Rebonjour à tous les quatre et merci à nouveau de nous rejoindre dans ce studio. Alors, on l'a vu, il y a toute une série de données, tout le monde est d'accord là-dessus, qui sont collectées pour évaluer les critères de durabilité quand on parle d'investissement durable. Mais comment sont collectées ces données? Quelle est leur provenance? Alors les données, donc chez BNP Paribas Fortis, on les collecte de manière très variable. Donc c'est-à-dire qu'il y a un processus, et c'est ça qui est très important, in fine, qui est extrêmement rigoureux et strict derrière, mais les données sont très protéiformes. Donc en clair, il y a d'abord les émetteurs, les entreprises. L'Europe impose quand même depuis 2017 à tous les émetteurs, les entreprises cotées en bourse qui emploient plus de 500 personnes, de publier des données ESG. Mais c'est des rapports très protéiformes et ça ressemble souvent à un catalogue publicitaire, parce que on n'est pas vraiment dans quelque chose de standardisé. Alors on va aller chez des analystes extra-financiers, je pense à des Vigeo Eiris, ISS ou encore Sustainalytics qui est assez connu aussi. Et puis l'asset manager aussi, quand on va analyser un fonds, va nous donner toute une série d'indications. Et à côté de ça, on va travailler avec des données collectées dans des ONG, à la Banque mondiale, l'ONU. Donc ça peut être très très protéiforme. Donc ce qui est important évidemment derrière, c'est d'avoir un processus d'analyse extrêmement rigoureux. Alors on a évoqué déjà la question de la politique sectorielle, de l'engagement de l'entreprise en faveur de certains secteurs ou non, de la notion d'exclusion. Donc l'analyse ESG alors va permettre effectivement de déboucher sur une exclusion, mais d'abord on va devoir analyser toutes les données et souvent on le réalise par rapport à un groupe de pairs. Donc ça c'est quelque chose qui est assez fréquent aussi parce qu'on doit voir quelle est la performance de l'acteur en matière de durabilité par rapport à son groupe de pairs. Et puis parallèlement à ça, parce que la réglementation européenne est en train d'arriver, elle va nous obliger à être vraiment très rigoureux par rapport aux données. Les entreprises ne sont pas encore obligées de les standardiser, ça va arriver. On a aussi des programmes d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de vérifier toutes les données qu'on aura pu collecter. Et chez Argenta, Vincent, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, au niveau de la gestion des fonds d'Argenta, on va récolter nos données auprès de Moody's, qui est une société bien connue déjà pour ses notations de crédit et qui a récemment repris la société Vigeo Eiris. Et donc, nous avons opté clairement pour un fournisseur externe indépendant qui est surtout reconnu pour ses analyses qualitatives, approfondies et qui va pratiquer le système de la double matérialité. Donc en fait, la double matérialité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va considérer l'impact durable non seulement au niveau de l'entreprise, mais également au niveau de la société dans son ensemble. Pensons par exemple à l'impact environnemental et sociétal de l'empoisonnement des sols autour d'Anvers par la société 3M, c'était l'année dernière.
Et donc, on va récolter les données à la fois au niveau de l'entreprise elle-même. On va donc envoyer un questionnaire. Enfin, les analystes de Moody's envoient un questionnaire détaillé aux entreprises et obtiennent des réponses sur des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance. Et à partir de l'analyse et du contrôle de ces réponses, on va établir un score de qualité qu'on va utiliser dans notre gestion de fonds. Et à côté de ça, on va utiliser des données qui également proviennent de l'ordre public, donc du monde public, comme par exemple une autorité publique qui commence une enquête sur un problème de gouvernance dans une entreprise. Et là aussi, ça va influencer ce score de qualité. Ça va éventuellement aussi conduire à des exclusions de notre univers d'investissement. Alors, est-ce que ces scores de qualité, puisqu'ils viennent de différents fournisseurs, est-ce qu'ils sont comparables ? C'est ça un peu, je pense, le problème aussi pour un investisseur. N'importe si on est investisseur institutionnel ou on est investisseur privé, il nous faut quand même un tout petit peu de temps pour faire des analyses, pour bien comprendre, pour bien interpréter les données, les scores que l'on voit. Parce qu'il y a déjà eu mention de pas mal de différents fournisseurs de données. Il y a les entreprises qui rapportent effectivement. Et après, il y a beaucoup d'analyses qualitatives qui sont faites autour. Donc, on parle quand même beaucoup de données publiées, mais peut-être pas auditées ou certifiées. On parle de modèles de calcul. J'ai entendu aussi artificial intelligence. On parle estimation. On parle interprétation. Si on met tout cela ensemble, très clairement, c'est pas du blanc-noir. Mais ce n'est pas grave de l'autre côté parce que l'investissement durable, ce n'est pas du blanc-noir. On a déjà parlé de ESG aussi et on en parlera encore. C'est déjà différent aussi, dépendant de l'objectif que l'on a comme investisseur. Quel est l'ESG score qui, pour l'investisseur, à ce moment-là, est le plus important? Donc, est-ce qu'elles sont comparables, ces ESG scores? Pas toujours. Et donc, il faut toujours les interpréter et les analyser un peu. Et chez DEPAM. Ouais, nous sommes vraiment sur la même ligne. Hein. Donc, l'ESG, l'investissement durable, n'est pas une science exacte. On essaie d'accroître l'objectivité de ces données, mais le fait est qu'il reste une part de subjectivité. D'un fournisseur de données à un autre, effectivement, les méthodologies sont parfois un peu différentes. Il peut arriver qu'ils regardent également des documents différents. Certains font plus attention aux questionnaires qu'ils envoient aux entreprises. D'autres vont passer un peu plus de temps sur les différents rapports publiés par les entreprises. Et puis également, il y a toujours une part d'humain. Hein. Les analystes d'un fournisseur à un autre peuvent avoir parfois une opinion un petit peu différente. Et donc tout ça fait que parfois, sur certaines lignes de données, on peut avoir des différences d'un fournisseur à l'autre. C'est pas sur toutes les lignes de données, mais ça existe. Donc c'est pour ça que c'est important justement de faire un peu la part des choses, d'avoir des analystes en interne, une capacité d'analyse pour aller un peu au-delà des données et voilà, faire le tri entre ce qui est vraiment pertinent et ce qui est peut-être un petit peu plus biaisé. Voilà, donc l'ESG n'est pas une science exacte. Il progresse. Ce que je comprends aussi, c'est que la diversité des scores ESG parmi les fournisseurs de données existants, c'est également une des raisons pour laquelle on va examiner aussi l'activité commerciale de l'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, cette diversité fait que pour dépasser ou pour en tout cas parvenir à des jugements plus approfondis, on va regarder l'activité commerciale des sociétés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas suffisant pour une entreprise d'obtenir un bon score de qualité ESG. Ce qu'on veut évidemment surtout, c'est promouvoir les activités durables positives, hein, que l'on parle des énergies renouvelables, que l'on parle de traitement de l'eau, que l'on parle des matériaux durables, etc. De l'autre côté aussi, on va pratiquer une politique d'exclusion assez stricte, où par exemple, on va exclure de notre côté les entreprises qui sont actives dans les énergies fossiles. Mais au-delà de toutes ces données que je vais qualifier plutôt techniques, je crois qu'un élément important aussi, c'est que l'engagement et la conviction des gestionnaires de fonds eux-mêmes est importante. Parce que finalement, la gestion d'actifs, c'est une affaire de personnes encore et toujours. Hein. Et donc, les personnes qui sont aux commandes de la gestion peuvent aussi elles-mêmes faire la différence dans leur sélection, dans leur analyse, dans leur conviction, pour encore améliorer l'efficience de la sélection au niveau de la durabilité. Est-ce qu'on peut établir une hiérarchie entre les piliers du développement durable? Est-ce qu'il y en a un qui va peser un peu plus dans l'évaluation? Donc je rappelle les piliers, le E, le S et le G. Alors,
En général, on entend énormément parler du E. Je pense que tout le monde, d'ailleurs, fait cette confusion entre durabilité et environnement, parce qu'on a énormément, effectivement, de publications. C'est très médiatisé. Je pense ne serait-ce qu'au rapport du GIEC, qui font peur, effectivement, à tout le monde, et qui sont vraiment pris d'assaut par tout un mode de pensée, des disciplines comme la sociologie, la philosophie. Enfin bref, l'environnement, oui, évidemment. Le social, je dirais qu'on a beaucoup moins de projets sur lesquels on peut vraiment calculer l'impact, mais pour moi le social c'est vraiment quelque chose de transversal, c'est-à-dire que vous allez pouvoir calculer votre double matérialité justement à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise, parce que les travailleurs sont des vecteurs de valeur aussi de l'entreprise, et la question de la gouvernance, elle va permettre aussi quelque part de piloter tout le reste. On voit d'ailleurs des éléments de gouvernance apparaître dans des analyses financières. On peut gérer aussi beaucoup mieux les controverses avec une bonne gouvernance. Donc voilà, je vais peut-être pas répondre de manière précise à la question, mais je pense que voilà, il y a des régions et des secteurs où certains piliers sont plus importants que d'autres. Le G, c'est important dans le pharmaceutique, dans le monde émergent. Le E, peut-être plus dans le secteur de l'énergie, par exemple. Chez DEPAM, qu'est-ce qu'on en pense? Le E, le S, le G, qui a le plus de poids? Alors, les trois sont importants. Je crois que pour toutes les entreprises, les trois sont toujours importants. Cela dit, selon leur activité, les produits et les services qu'elles vendent, leur secteur d'activité, parfois le E sera plus important, parfois le S sera plus important. De notre point de vue, la gouvernance, elle agit un peu comme les fondations sur lesquelles on peut construire des bonnes pratiques, des politiques sur le E et sur le S. Donc, effectivement, on voit bien là qu'il y a beaucoup d'interactions entre les trois dimensions. On ne peut pas vraiment les considérer de manière séparée. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de données aujourd'hui sur le pilier environnemental. Ça permet effectivement de mettre en place des fonds, par exemple, à impact, qui mesurent l'impact, donc la performance vraiment environnementale du fonds. C'est plus difficile sur le pilier S social, et donc fatalement sur le pilier social en général on a un peu plus tendance à regarder les bonnes pratiques, les comportements, l'ambition des entreprises, un peu la performance mais un peu moins, simplement parce que les données commencent seulement à être disponibles. Donc voilà, mais au total je pense que les trois piliers sont importants, interconnectés, et effectivement il importe de regarder un peu plus un pilier ou un peu plus un autre selon l'entreprise, selon son activité. Chez Belfius aussi, vous pensez que la hiérarchie elle est pas possible à établir? Oui, je crains que je ne vais pas être très originale à ce niveau-là, parce qu'effectivement, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, parce que quand on regarde E, S et G, donc le G, ça c'est clair, c'est la gouvernance. La gouvernance, elle est importante. Elle est importante pourquoi? Pour le bien-être à long terme d'une entreprise et pour lutter, entre autres, contre la corruption, par exemple. Et si les entreprises sont dotées de bons processus, de structures solides, ces entreprises-là démontrent souvent une meilleure résilience aussi contre des circonstances inattendues. Alors si on regarde le S, c'est autre chose, parce que le S, pour moi, il est extrêmement important, parce que c'est la société, c'est le tout, c'est le humain, c'est le facteur qui est important pour tout, en fait, dans la vie. Donc, bien sûr, il est important, c'est l'égalité de traitement d'employés, c'est la prise en charge de la communauté dans laquelle une entreprise opère, par exemple, et bien plus encore. Et donc, c'est clair que si on n'y fait pas attention à ces éléments, une entreprise n'a aucune chance de survivre sur le long terme. Et après le E, ça vient d'être dit, très médiatisé, plus concret, plus facile à mesurer l'impact, les données sont plus souvent disponibles, et tout le monde connaît bien évidemment climate change, tout le monde connaît le global warming, donc ça reste effectivement un objectif qui est incroyablement important à aujourd'hui. Mais pour moi, pas nécessairement plus important que les autres. Donc pour moi, très clairement, si on fait du E sans le S et le G, ou du S sans le E et le G, ça ne fonctionnera pas. C'est ESG ensemble pour la bonne vie et la vie à long terme. Ce que je retiendrai, c'est que comme une chaise tient en équilibre sur ses 4 pieds, l'investissement durable tient son équilibre avec ces 3 piliers. Merci à tous pour tous ces éclairages, et merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain épisode où nous examinerons de plus près le reporting et l'évaluation des investissements durables et la manière dont le risque de greenwashing est contenu. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.